Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres au sommaire de ce journal. La politique nutritionnelle des États africains au sommaire des activités en marge du 33e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. L'expérience de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre la malnutrition a été partagée au dîner des leaders pour la nutrition par le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. À Abidjan, ce lundi, le vice-président de la République recevait la directrice générale du groupe Banque mondiale. Une réunion centrée sur la coopération entre l'institution financière internationale et la Côte d'Ivoire. Les marchés des capitaux et l'inclusion financière dans le pays ont aussi été évoqués. Un film documentaire retrace les actions de la Première Dame pour le développement du secteur de la cacao-culture. C'est une trilogie produite par la Fondation des artistes de Côte d'Ivoire et qui rend fiers les producteurs de cacao ivoiriens. Nous en parlons ce soir. Merci de nous rejoindre pour ce 23h. Des leaders africains agissant pour la nutrition étaient rassemblés au cours d'un dîner à Addis Abeba. Samedi dernier, c'était en marge du 33e sommet de l'Union africaine. Le président Alassane Ouattara était l'invité de ce dîner des leaders africains pour la nutrition. Alassane Ouattara a fait le point des actions menées par le gouvernement ivoirien pour lutter efficacement contre la malnutrition. L'exposé du chef de l'État au cours de cet événement est rapporté par Viviane Aïma. Au nombre des activités qui ont meublé le 33e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, il y a le dîner de haut niveau organisé par la Banque africaine de développement dans le cadre de son initiative Alliance des dirigeants africains pour la nutrition. Initiative qui se veut un forum de partage d'expériences et de bonnes pratiques destiné aux chefs d'État et dirigeants de secteurs clés et ayant le pouvoir d'influencer la politique nutritionnelle dans leur pays. Le président de la République, Alassane Ouattara, était l'invité de ce forum pour partager l'expérience ivoirienne à travers le programme national de nutrition mis en place par le gouvernement ivoirien et qui a permis de réduire considérablement le taux de mortalité infantile dû à la faim et à la malnutrition. Les images d'enfants chétifs et amaigris par manque de nourriture et de soins tendent à disparaître en Côte d'Ivoire. Dans le contexte actuel de l'Afrique, où la faim et la malnutrition sont la cause de décès de très nombreux enfants, la Côte d'Ivoire apparaît aujourd'hui comme un exemple. Et c'est pourquoi, à ce dîner organisé par la Banque africaine de développement, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, a été sollicité pour donner la recette du modèle ivoirien. Je voudrais vous dire qu'en Côte d'Ivoire, le gouvernement fait de la lutte contre la malnutrition une de ses priorités. Et nous avons créé le Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance, qui est logé à la présidence de la République et qui est sous la supervision du vice-président Daniel Kablan-Duncan, que vous connaissez tous car il a participé à toutes vos rencontres jusqu'à celle-ci. Le Conseil national pour la nutrition a pour objectif de faciliter la synergie et la convergence des politiques et de suivre la mise en œuvre du plan national multisectoriel de nutrition 2016-2020, dont nous avons évalué le coût global à 470 millions de dollars américains. Je voudrais donc remercier la Banque mondiale, Power of Nutrition et la Banque africaine de développement pour le soutien aux différentes initiatives concernant l'allaitement et l'élimination des troubles dus à la carence en iode, composante importante dans la lutte contre la malnutrition. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'accélération de la mise en œuvre des activités de nutrition et de développement de la petite enfance est placée au rang des priorités de notre continent. C'est dans cet élan que j'ai proposé que le thème principal du sommet de l'Union africaine 2021 soit porté sur la nutrition. Je fais cette proposition. Et que 2021 pourrait être une année consacrée à mieux nourrir l'Afrique pour son développement et sa prospérité. Je voudrais ajouter que la Côte d'Ivoire, dans sa volonté d'impulser avec les pays une dynamique dans ce combat, en termes de partage de bonnes pratiques,
abrite depuis le 25 mars 2019 le Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition, qui s'appelle le CERFAM. Ce centre est le fruit de partenariat avec le Programme alimentaire mondial. Je voudrais demander que le CERFAM devienne un centre de l'Union africaine. Et je compte bien évidemment sur votre soutien. La Côte d'Ivoire s'inscrit désormais comme le fer de lance de la nutrition au plan sous-régional africain, voire au-delà. Les chefs d'État ouest-africains présents au 33e sommet de l'Union africaine ont tenu une réunion extraordinaire à Addis Abeba, un sommet extraordinaire de la CEDEAO centré sur la situation politique en Guinée-Bissau. Également, le passage du franc CFA à l'éco était à l'ordre de cette réunion dont nous parle Viviane Aïma. Après leur participation à la cérémonie d'ouverture et aux travaux en plénière du 33e sommet des chefs d'État de l'Union africaine, les chefs d'État de la CEDEAO se sont réunis en un sommet extraordinaire dans la soirée sur la situation politique en Guinée-Bissau. Le sommet s'est aussi penché sur la question de la monnaie unique. À cette occasion, le président de la République, Alassane Ouattara, président en exercice de l'UEMOA, a apporté des éclairages à ses pairs sur la réforme du franc CFA. Première étape pour parvenir à la mise en place de l'éco, comme prévu par la feuille de route de la CEDEAO. Les chefs d'État ont exprimé leur satisfaction sur ces importantes évolutions engagées par l'UEMOA. Et lors de ce sommet extraordinaire, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a accordé un court délai de 6 jours à la justice bissau-guinéenne pour arriver à la normalisation institutionnelle et politique dans le pays. Elle a jusqu'au 15 février prochain pour examiner le contentieux électoral par les dispositions constitutionnelles de la Guinée-Bissau. Et pour ce qui est de la situation, sachez que la commission électorale de la Guinée-Bissau avait réitéré la victoire du candidat de l'opposition Umaro Sissoko Embalo, une décision mal accueillie par le candidat du parti au pouvoir, Domingos Pereira, qui a soumis un nouveau recours devant la Cour suprême de Guinée-Bissau demandant l'annulation des élections du 29 décembre dernier. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est aussi cet entretien entre le vice-président de la République et la directrice générale du groupe Banque mondiale. Une réunion qui a porté sur la coopération entre l'institution financière et la Côte d'Ivoire. Les transactions des capitaux, l'inclusion financière et l'économie digitale sont entre autres les sujets abordés au cours de cette rencontre, dont le compte-rendu est proposé ce soir par Mahama Traoré. Anchou Lacante occupe les fonctions de directeur général et de directeur financier du groupe de la Banque mondiale depuis octobre 2019. Elle séjourne à Abidjan dans le cadre de la première conférence du programme conjoint de développement des marchés financiers dénommé JICAP, un événement initié par la Société financière internationale, membre du groupe de la Banque mondiale. Outre le bien fondé de ses assises, Anchou Lacante a évoqué l'état de la coopération entre son institution et la Côte d'Ivoire lors d'un entretien avec le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Lors de la réunion avec M. le vice-président, nous avons discuté de différents sujets, notamment le développement des marchés de capitaux, mais également de l'inclusion financière, du développement de l'économie digitale. Et nous espérons pouvoir continuer à travailler de façon très proche avec le gouvernement de la Côte d'Ivoire sur ces différents sujets et sur d'autres sujets. À ce jour, le groupe de la Banque mondiale finance 28 projets en Côte d'Ivoire pour un montant total de plus de 1500 milliards de francs CFA. Cet investissement vise à impulser une nouvelle dynamique de croissance rapide tirée par le secteur privé, mais aussi à développer le capital humain indispensable à l'essor économique et à la cohésion sociale. Sachez qu'à la suite de cette audience avec le vice-président de la République, la délégation de la Banque mondiale s'est rendue cet après-midi à la primature où elle a été reçue par le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly. Le compte-rendu de cette réunion par Alexis Ouedraogo dans nos prochaines éditions. La chef du groupe Banque mondiale est à Abidjan pour participer à la première conférence du programme conjoint de développement des marchés financiers. C'est une initiative de la Banque mondiale qui s'articulera autour des marchés des capitaux. 350 experts sur les marchés financiers et décideurs gouvernementaux du monde entier sont présents pour plancher 2 jours durant sur la thématique « Investir pour la croissance ». Nous en parlons avec Francis Boifo.
Sur le marché des capitaux se rencontrent les agents économiques ayant un excédent de capitaux et les agents ayant des besoins de financement. C'est donc un levier de développement des économies parce qu'il permet de pouvoir mobiliser l'épargne au niveau des économies et de le réinvestir dans les économies. Les populations, les investisseurs institutionnels et autres qui ont besoin de fructifier leur épargne trouvent à travers les marchés des capitaux une excellente opportunité pour faire des placements. Les marchés capitaux peuvent protéger les marchés des fluctuations volatiles, réduire la dépendance pour la dette intérieure. Les marchés capitaux promeuvent donc la bonne gouvernance et donnent plusieurs voies pour les investissements. Autre facteur qui pourrait justifier le recours au marché des capitaux locaux, les tensions commerciales internationales. Les prévisions mondiales de croissance en 2020 sont pessimistes. Elles sont estimées à moins de 3% selon le Fonds monétaire international. L'on pourrait ainsi noter des tendances mondiales peu favorables aux intérêts des entreprises internationales en 2020. Le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, CREPMF, et la Banque mondiale entendent à travers ces réflexions moderniser le cadre juridique et réglementaire des appels à l'épargne. Il s'agit de trouver des réponses à plusieurs préoccupations. Ne devons pas se poser la question sur le niveau des coûts de transaction que nous avons également dans la zone. Est-ce que ces niveaux de coûts de transaction sont pertinents pour avoir un marché efficient? N'est-il pas nécessaire d'aller vers une harmonisation des pratiques fiscales concernant les marchés des capitaux? Comment faire de l'outil, l'instrument fiscal, un véritable outil attractif de notre marché des capitaux? Le chef du gouvernement ivoirien encourage la mobilisation des ressources à travers les marchés des capitaux, subdivisés en 3 compartiments: le marché financier, le marché monétaire et le marché obligataire. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly soutient aussi les réformes visant à accroître le niveau de mobilisation des ressources du marché boursier régional. C'est donc le lieu de saluer les initiatives sous-régionales et régionales d'intégration, telles que l'avènement de la monnaie unique, qui devrait permettre à nos États de mieux résister aux fluctuations sur les marchés et d'amorcer plus confortablement leur virage vers l'émergence. Cette rencontre permettra de jeter les bases d'un marché de capitaux à long terme, financé par l'épargne des ménages, pour consolider les acquis économiques et maintenir le cycle vertueux de croissance de nos pays. La rencontre d'Abidjan sur les marchés financiers va durer 2 jours. Développer les marchés financiers, c'est aussi l'actualité économique de la région ouest-africaine, une préoccupation à laquelle répond l'Agence française de développement, l'AFD, et le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers par la signature d'un accord pour la mise en œuvre d'un projet pour le renforcement de la surveillance du marché, la protection et l'éducation financière des investisseurs dans l'espace monétaire ouest-africain. Un projet financé à hauteur de 1,3 milliard de francs CFA. Davis Soyo et Jean-Jacques Kwame pour en savoir davantage. Par sa signature, l'Agence française de développement AFD et le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers viennent de matérialiser la mise en œuvre du projet d'accélération du développement durable du marché régional pour consolider la surveillance, la protection, l'éducation financière dans l'espace UMOA, Union monétaire ouest-africaine. L'AFD a injecté dans ce partenariat 1,3 milliard de francs CFA. L'un de nos axes est bien de viser à contribuer à la consolidation des systèmes financiers dans nos pays d'intervention afin d'en garantir la stabilité, soutenir le développement des acteurs financiers tout en confortant les fondements du cadre institutionnel et réglementaire dans lequel ils opèrent, en agissant sur l'amélioration opérationnelle, l'adaptation du marché aux besoins, l'encadrement des acteurs, la transparence et la supervision. En effet, le projet bénéficiera non seulement au Conseil régional, mais au-delà à l'ensemble des acteurs du marché, que ce soit les intervenants, mais également les petites entreprises à la recherche de financement pour accompagner l'innovation. Cette collaboration vient conforter le soutien de la France au secteur privé dans la sous-région. Ce projet est en quelque sorte intégré à l'initiative Choose Africa qui a été lancée par le président Macron lors de son discours de Ouagadougou en 2017 et formellement initié en Côte d'Ivoire via la mobilisation de l'ensemble de ces outils de financement
en faveur du secteur privé. Cette initiative conjointe entre l'Agence française de développement et le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers s'inscrit dans le cadre des nouvelles priorités de développement du marché financier régional de l'UMOA pour la période 2020-2024. Le Sénat s'investit aussi pour le développement de la Côte d'Ivoire. À Yamoussoukro, le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, s'est entretenu dans ce cadre avec deux personnalités. La première rencontre pour parler de développement durable, c'était avec le coordonnateur du PNUD. Et la deuxième rencontre du président du Sénat, c'était avec le coordonnateur régional de l'organisation Youth Fellowship. Les conclusions des échanges dans ce reportage de Kader Sogodogo. Poignée de main entre le président du Sénat, son Excellence Jeannot Ahoussou-Kouadio, et Philippe Poinceau, coordonnateur résident du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire. De nationalité française, le fonctionnaire international a pris fonction en Côte d'Ivoire le 3 janvier dernier. Avec le président du Sénat, il s'est agi des objectifs pour le développement durable. Nous avons passé en revue les points essentiels, notamment les ODD, Objectifs de développement durable, les 17 points des ODD. Le président Ouattara est actuellement en Éthiopie, à Addis Abeba, dans le cadre de l'agenda 2063 de l'Union africaine, où on parle toujours des objectifs de développement, l'agenda des pays africains. Comment harmoniser cela ? Le rôle du Sénat, bien sûr, est très important à ce niveau pour s'assurer que les bonnes décisions soient prises au bon niveau pour avoir un impact sur la vie des populations dans tous ces domaines, que ce soit les domaines économiques, sociaux, environnementaux. À la suite du PNUD, c'est le coordonnateur général de l'ONG internationale Youth Fellowship, Lee Jun-hyun, qui est reçu. En ligne de mire, un projet de formation des sénateurs ivoiriens sur le thème « L'éducation au changement de mentalité ». L'appui institutionnel du Sénat est aussi au centre des échanges. La rentrée parlementaire est prévue pour le mois d'avril. D'ici là, le président du Sénat, son Excellence Jeannot Ahoussou-Kouadio, reste concentré sur un seul objectif, la diplomatie parlementaire. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Joseph Seka rencontrait jeudi dernier les experts et agents de son département. Il a été question de perspectives pour 2020, une année durant laquelle ce ministère s'engage encore pour la protection de l'environnement et du développement durable, pour une amélioration du cadre des vies des populations ivoiriennes. On fait le point de cette rencontre avec Jean-Marc Djadji. Naturel de Dahlia Fleur, un cadre écologique pour le ministre Joseph Seka pour recevoir les structures de son département et faire le bilan de l'année écoulée. Le personnel du ministère de l'Environnement et du Développement durable, les agences sous tutelle comme le SIAPOL, l'ANDE, l'OIPR, tous se veulent optimistes pour l'atteinte des objectifs en 2020. Nous avons fait une planification assez réaliste en tenant compte des moyens dont nous disposons pour que nous puissions atteindre ces objectifs-là. Nous avons défini un certain nombre de moyens à mettre en place, notamment renouvellement des équipements de nos équipes et surtout apporter un peu de motivation à nos équipes pour que ces équipes-là puissent nous permettre d'atteindre notre objectif. Conscient des difficultés financières de son département, le ministre Joseph Seka rassure ses agents et les encourage à œuvrer pour l'amélioration du cadre de vie des populations. Il se dit satisfait des actions majeures entreprises durant l'année 2019. L'année, au-delà de ça, a été difficile pour tous nos agents avec la diminution drastique des primes qui leur étaient payées depuis toujours. À cet effet, je salue le très bon esprit de tous les agents du ministère. L'occasion a été ainsi donnée au ministère de l'Environnement et du Développement durable d'indiquer sa contribution, notamment à la lutte contre le chômage des jeunes, dans le cadre du programme social du gouvernement, par l'identification d'une vingtaine de métiers et emplois verts dans les secteurs primaires, secondaires et tertiaires. Ce cadre d'échange entre le ministère chargé de l'environnement et ses structures de tutelle est une stratégie pour la réussite des projets pour cette nouvelle année 2020. Poursuivons avec cette interrogation. Comment valoriser la contribution de la femme africaine au progrès du continent africain? Pour répondre à cette préoccupation, 7 pays africains sont réunis à Abidjan pour un séminaire de haut niveau régional. Plusieurs thématiques seront abordées, dont la fiscalité pour une meilleure autonomisation des femmes en milieu rural.
Sephora Zeki. Une rencontre de haut niveau à l'initiative du Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement, CAFRAD, à Abidjan. Au centre des échanges, discussions et partage d'expériences pour trouver des pistes de solutions à l'autonomisation des femmes. Sur les perspectives à venir, notre séminaire tentera de faire des propositions de rapports qui déboucheront sur des recommandations et des plans pour les futures actions à mener. Venues de plusieurs pays d'Afrique, dont le Sénégal et le Gabon, ces femmes leaders d'opinion entendent saisir cette opportunité et faire des propositions. Notre proposition la plus importante, c'est que nos autorités puissent accepter que les femmes aujourd'hui ont de la compétence, que les femmes peuvent diriger ce pays, que les femmes peuvent accéder dans les instances les plus hautes. La première chose, c'est déjà intégrer l'approche genre dans la budgétisation des politiques publiques de l'administration gabonaise, ce qui n'a pas encore été fait jusqu'à présent. Ramata Libakayoko, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, félicite le CAFRAD pour cette initiative. Elle a aussi parlé de l'expérience ivoirienne. De nombreux acquis ont été enregistrés depuis la sortie de la crise post-électorale. Il s'agit notamment de la Constitution de novembre 2016 qui assure la protection des femmes contre toutes les formes de violence, renforce leurs droits politiques et assure la promotion de la parité dans l'accès aux responsabilités dans les administrations publiques et privées. En initiant ces échanges, le CAFRAD veut renforcer les capacités des femmes afin qu'elles prennent une part plus active dans le processus de transformation de leurs pays respectifs. Les actions de la Première Dame de Côte d'Ivoire en faveur du développement du secteur de la cacaoculture inspirent le 7e art. Un documentaire retraçant ces actions a été produit par la Fondation des artistes de Côte d'Ivoire et réalisé par le journaliste Ebony Serge Koléa. Il s'agit dans la forme d'une trilogie dont l'acte 3 a été présenté le 30 janvier dernier aux producteurs de cacao qui ont d'ailleurs loué l'engagement de la Première Dame, Didier Nguessan. Dominique Ouattara, Un cœur en action dans la cacaoculture est un film documentaire de 26 minutes produit par la Fondation des artistes de Côte d'Ivoire, Fondaci. Il retrace les actions de la Première Dame pour la promotion de cette filière agricole. L'acte 3 de ce film est diffusé devant les producteurs et gestionnaires du cacao ivoirien. L'objectif de ce troisième documentaire, c'est de montrer à la face de l'ensemble de la population ivoirienne cet acte historique posé par Madame la Première Dame, parce qu'elle a permis à la famille paysanne, c'est-à-dire aux planteurs de la cacaoculture, de retrouver la joie de vivre. Les producteurs de cacao sont reconnaissants du travail de la Première Dame. C'est une fierté aussi de voir la Première Dame de Côte d'Ivoire s'engager aux côtés du cacao, s'engager à plus de 200%, je peux le dire. Elle est dans tous les secteurs. Au niveau des kits scolaires, elle le fait. Au niveau de la construction des écoles, elle le fait. Au niveau même de la construction des centres, pour que les enfants des producteurs puissent s'instruire, puissent avoir un travail, puissent aller à l'école, puissent ne pas être menacés du travail des enfants. Vraiment, c'est une fierté, c'est un sentiment de joie. Avant la projection, le directeur de l'Institut national de formation sociale, INFES, Mamadou Traoré, a décrit les corrélations existantes entre les missions de l'INFES et les offres sociales de la Première Dame. Une tournée de reconnaissance à l'intérieur du pays est prévue à partir de février 2020. Et nous parlons de culture à présent. La 40e édition du Popo Carnaval de Beaunois est prévue se tenir du 13 au 26 avril prochain. L'édition 2020 a été lancée jeudi dernier. Le plus vieux carnaval du pays fera cette année la promotion du développement culturel et touristique de la Côte d'Ivoire. Issa Tchonayeou. Son du tam-tam parleur, danse du terroir et prestations d'artistes pour le lancement du Popo Carnaval 2020 au parc Mpoussoué à Beaunois. Cette 40e édition du festival met un point d'honneur sur le développement culturel et touristique de la Côte d'Ivoire. Nous avons délocalisé le lieu de la foire commerciale du parc Mpoussoué. Nous partons maintenant sur le nouveau site, l'ancienne sous-préfecture. Ensuite, nous allons, comme innovation, la journée des clans sociaux pour permettre à chaque abouré de connaître son chef de famille, sa famille. Le Popo Tour, cette année, dépasse les frontières du Sud Comoué, qui va jusqu'à Abidjan et à Dabou.
Le Popo Carnaval, en plus d'être une manifestation culturelle, constitue un gros enjeu économique pour la ville, selon le maire de Bonoa. Le Popo Carnaval, c'est tout un symbole. Certes, c'est la culture, mais c'est aussi l'économie, puisque en ces jours de Popo, beaucoup de personnes viennent de divers horizons pour passer un moment, pour dépenser de l'argent, soit habiter dans les hôtels qui les accueillent. C'est pour dire que dans cette période, on brasse beaucoup d'argent. Cette 40e édition est parrainée par le directeur général de la RTI, Radiodiffusion Télévision Ivoirienne, Fosseni Dambélé. Son représentant invite les populations à cultiver la paix et la cohésion. Il m'a chargé de transmettre 2 messages aux populations de Bonoa. Il a souhaité qu'en cette année 2020, qui est une année électorale, il faudrait que les démons de la haine et de la division ne rentrent pas dans la commune de Bonoa. Et qu'à travers le Popo Carnaval, nous essayons de solidifier nos liens de fraternité pour que Bonoa puisse aller de l'avant. Le second message, c'est que lui-même, en tant que fils de Bonoa, il compte s'impliquer personnellement dans la réussite de la 40e édition du Popo Carnaval, qui est pour lui l'un des événements culturels les plus importants de ce pays. Le Popo Carnaval 2020 se déroulera du 13 au 26 avril prochain à Bonoa, la cité de l'Anana. Cet autre événement culturel un peu plus récent que le carnaval de Bonoa, le Massa, le marché des arts et spectacles d'Abidjan. La 11e édition est prévue du 7 au 14 mars 2020. À un mois de l'événement, Issa Yeo fait le point des préparatifs suivant ce reportage. La 11e édition du Massa, marché des arts du spectacle d'Abidjan, c'est pour le mois de mars 2020. Nous sommes au stade où nous commençons à répartir les artistes et les groupes qui vont venir dans les hôtels. Pour parler continu, nous faisons encore des tours de table pour essayer de réunir les financements qui vont rendre le Massa plus facile à se mettre en place et pour aller vers le succès. Le Massa, le plus important marché artistique d'Afrique, sera surtout marqué par une grande parade dans les rues d'Abobo. C'est l'un des quartiers les plus populaires de la Côte d'Ivoire et nous pensons que tout le monde a droit à la culture, même les gens les plus humbles, et ils ont droit à une culture d'excellence. Donc c'est pour cela que nous sommes heureux que le président Tounkara ait construit un musée et pour lequel nous allons apporter une exposition de classe internationale. Cette exposition aura lieu dans un tout nouveau musée, le musée de Abobo. Infrastructure culturelle qui n'a rien à envier aux plus grandes infrastructures culturelles mondiales. Et nous sommes très fiers que Prête-moi ton rêve ait été choisi pour l'ouverture de ce lieu fantastique. Au cours de cette 11e édition du Massa, prévue du 7 au 14 mars prochain, un hommage sera rendu à Rosemary Guiraud, Irène Tassamendo et Elias Wollaston, des figures emblématiques féminines du monde des arts sur le continent. 1094 festivaliers sont attendus pour cette édition. Voilà un rendez-vous pris. Nous parlons à présent de politique. Les populations de l'Anawa ont été entretenues par un émissaire du RHDP. Le ministre Amédée Kouakou a parcouru 7 localités de cette région pour présenter les idéaux du parti d'Alassane Ouattara qui prône la cohésion sociale et la paix. Le point de ces rencontres avec Léon Pro. Chantier Mo ou Daïli, centre de 105 campements d'agriculteurs, majoritairement des ressortissants du centre dans la région de l'Anawa, comme à Konamblekro, à Manikro, Beniassou, V8 ou Petit Boaké, regard croisé entre le président de l'association des cadres du Centre pour le développement et ses parents sur le vivre ensemble et la paix. On veut la paix. Si on n'a pas gagné la paix, on ne peut pas vivre. Ce qu'il a dit, le ministre, ça nous plaît beaucoup. C'est ce que nous souhaitons. La guerre, nous, on ne veut pas, on a trop souffert. Donc on veut qu'on s'attend, que tu te réveilles matin, bonheur, et il y a la paix. Là, on peut travailler. C'est qu'à Konamblekro et dans les autres localités, le ministre de l'Équipement a indiqué la paix comme condition du développement. Ici, Amédée Kouakou explique que la volonté du président Alassane Ouattara est sans équivoque et c'est la raison toujours selon lui de la création du RHDP. Ce creuset, précise-t-il, des héritiers d'Oufoué-Boigny,
donc des cadres outillés à piloter l'avion ivoire. L'engagement de la communauté baoulé pour son parti, Amédée Kouakou l'identifie à leur contribution aux efforts du chef de l'État pour la consolidation de la cohésion sociale, de la paix et du développement. Le président de la République travaille tous les jours pour l'ensemble des Ivoiriens, qu'on soit musulmans, chrétiens, du nord, du centre, de l'ouest. Dans le PDCI d'avant, du Fort-Boigny, il n'y avait pas de distinction d'ethnie. Tout le monde était ensemble. Aujourd'hui, le RHDP, c'est vraiment la copie conforme donc, du PDCI du Fort-Boigny. Je dis bien le PDCI du Fort-Boigny. C'est le seul parti qui peut se targuer d'être partout sur le territoire national. Et nous qui sommes les disciples du Fort-Boigny aux côtés du président Alassane Ouattara, nous travaillons donc toujours dans ce sens. Djibadi ou Bandikro, localité riveraine de la forêt classée de Taï. Amédée Kouakou est allé soutenir les populations suite à leur récent déguerpissement, non sans les entretenir sur la justesse de l'opération et les projets du gouvernement à leur profit. Dans l'actualité internationale, Théodorin Obiang, vice-président de Guinée équatoriale, a été condamné à 3 ans de prison avec sursis et 30 millions d'euros d'amende. Il comparaissait ce lundi 10 février devant la Cour d'appel de Paris. Il est accusé de s'être frauduleusement bâti un patrimoine considérable en France. En première instance, le 27 octobre 2017, le tribunal correctionnel de Paris avait prononcé la même peine d'emprisonnement contre le fils du président équato-guinéen et les biens acquis par Théodorin Obiang et qui lui valent ses problèmes judiciaires sont estimés à près de 150 millions d'euros selon l'ONG Transparency International qui espère une modification de la loi française pour que tous les biens concernés par l'affaire puissent être mis au bénéfice des populations équato-guinéennes. Nous arrêtons ici ce rendez-vous sur l'actualité. Bonne soirée à vous et rendez-vous demain pour un autre journal.